Yo la team, bienvenue dans un nouvel épisode de Matego. Du coup, on a lancé notre podcast il y a vraiment pas longtemps. Du coup, tu es le troisième épisode, deuxième invité. Et du coup, merci d'avoir pris le temps. Du coup, on est avec Bekir Aïssan. Je sais même pas comment te présenter en vrai. Je te jure, je sais pas parce que tu fais tellement de choses. Du coup, comment on pourrait te présenter? C'est vrai que j'ai plusieurs vies, en fait. J'ai eu tendance à faire ce que j'aime, toujours, et quand quelque chose m'appelait, je me suis dit, j'y vais. Même si je connais pas le chemin, je verrai en route. Donc, disons que j'ai travaillé dans l'image. Ma vie a été articulée autour de l'image, la création d'images, de films d'animation, de graphisme, de films, de 3D, de jeux vidéo. Et c'est là où on s'est rencontrés en vrai. Oui, ouais. Parce que pour la petite histoire, Bekir était mon formateur il y a presque 10 ans maintenant. Mmh. Et en fait, c'était une formation où on découvrait les métiers du numérique. Et tu étais notre formateur en photo, vidéo, 3D, que je détestais. Que je déteste toujours d'ailleurs, la 3D. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés là, il y a plus de 10 ans. Ouais. On est restés toujours en contact. Et aujourd'hui, t'es là. C'est trop bien. Je suis grave content. Là. Moi aussi, je suis là. On est là. T'as plusieurs vies, du coup. Tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, t'as fait de la 3D, t'as travaillé dans plusieurs secteurs d'activité dans ces domaines-là en plus. Aujourd'hui, tu travailles dans un centre, c'est ça? Oui, dans la communication. Ok. Tu fais quoi comme type de projet Disons que j'ai une fiche de poste classique de chargé de communication, et ce qui les a intéressés aussi dans mon profil, c'est justement mon parcours, et donc j'amène tout mon savoir-faire dans le domaine de l'audiovisuel. Donc je développe la VR là-bas, un studio photo, donc l'audiovisuel, et des projets aussi autour du vélo. Voilà. Ouais, autour du vélo, du coup, c'est une belle passe que tu me fais parce que aujourd'hui, t'as fait il y a 2 ans, Mulhouse-Istanbul à vélo, tout seul. Oui, tout seul. Moi, je sais pas si perso je le ferais tout seul, mais ok. Et du coup, ça représente, t'es parti le 7 septembre 2023, t'es parti de Mulhouse, t'as fait 3500 km, pile poil, tu m'as dit? Pile, c'est drôle, ouais. Incroyable. Ça devait être horrible. On en parlera un peu des états des jambes et du reste du corps. Et du coup, t'as traversé 11 pays et ça t'a pris 45 jours de voyage. Ouais. Et à l'issue de ce voyage-là, t'as fait un livre. Le livre est né pendant le voyage. En tout cas, l'écriture, le travail d'écriture s'est fait pendant le voyage, de manière inattendue, car je m'étais dit, je vais faire des photos, je vais faire des images. Et en fait, l'écriture a pris le dessus, avec un plaisir inouï. Et l'évidence que cela deviendrait un livre est apparue assez tôt. Ouais. Et donc, de retour en France, effectivement, j'ai repris tous mes écrits, mes textes, et trop bien. Présenté à un éditeur qui a flashé dessus, et le livre est né. Ok, stylé. Et du coup, ce livre-là qui s'appelle « Méfie-toi de tes rêves, car parfois ils se réalisent », si jamais. Disponible un peu partout. On peut le trouver dans le monde. Partout dans le monde. Jusqu'au On peut Canada. l'acheter sur Internet. Sur Internet, sur les réseaux, sur les plateformes, dans les librairies. Ok, voilà. Trop bien. Mais c'est grave cool. En tout cas, je suis grave content de t'avoir. Merci. Quand on parlait en fait avec Louis justement de créer un podcast, etc. Et on a essayé de trouver des personnes qui nous inspirent, etc. Moi, j'ai dit, j'ai une personne que je veux, c'est Bekir. Parce que c'est vrai, les gens, ils sont pas forcément au courant. Mais moi, à l'issue de cette formation-là, t'es l'une des personnes justement qui m'a poussé pour que j'entreprenne dans tout ça, etc. J'ai même le souvenir de, je savais pas faire un devis ni de facture et tout ça. Et du coup, toi, tu m'as donné tous ces conseils-là. Tu m'as même donné des devis, etc. pour que je reproduise tout ce qui est description, etc. pour avoir une bonne base. Et du coup, de là, tu vois un peu tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Un beau parcours. Ouais. Ça va, on n'est pas trop mal. Et du coup, ça me fait plaisir de t'avoir, tout simplement. Merci, moi ça me touche aussi. Ouais. Et de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de ton voyage? Est-ce que tu veux parler un peu d'avant le voyage? Tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ce voyage-là? Pourquoi tu l'as fait? Le pourquoi, en fait, c'est arrivé un petit peu comme une idée folle. Je venais de quitter un poste qui me prenait beaucoup de temps, passionnant, etc. Et soudain, arrive quelque chose que je n'ai pas connu depuis 20 ans, 30 ans peut-être, du temps libre.
À ce moment-là, j'ai 53 ans et demi, quelque chose comme ça. Je me dis, Bekir, si tu cherches un autre travail là tout de suite, tu vas être de nouveau happé. Voilà, comme je suis passionné, je travaille beaucoup. Et je dis, accorde-toi un temps et réfléchis à ce qui serait bien pour toi. Fais quelque chose de fort pour toi. Et depuis 2 ans, 3 ans, je me déplaçais plus qu'en scooter. Ouais. Et m'est venue cette idée de partir à Istanbul, en Turquie, en scoot. Mais comme j'ai une âme écolo, je me suis dit, bon, écoute, avec une pétrolette qui fait du bruit, qui fume, ça colle pas trop, fais ça bien, fais ça de manière alignée, et vas-y à vélo. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai pas de vélo. Je suis pas cycliste, et donc j'ai acheté un vélo sur le Bon Coin, rapidement, des sacoches, du matériel, Et tu t'es dit, je vais y aller. Voilà, je me suis dit, j'y vais. À vélo, comme ça. Voilà. Donc c'est une route que je connais parce que on l'a beaucoup pratiqué avec mes parents enfants. Ouais. Lorsque nous allions en vacances, c'était en voiture. Donc je connais ces routes, je connais ces montagnes, je connais ces pays, en tout cas dans la traversée. Et donc c'est pas totalement inconscient parce que je vois très bien l'épreuve que ça va être. Mais c'est ce qui m'intéressait. Je me dis, fais quelque chose de grand pour toi, et ça a été ça. Ok. Ouais, du coup, en vrai, tu l'as vraiment pas fait dans l'optique de faire une performance à vélo. Non, surtout pas. C'était pas du tout de la performance. Du coup, il n'y avait pas forcément de préparation physique et tout ça en amont. Tu t'es préparé un petit peu avant, justement, de partir? On me l'a conseillé. On me l'a fortement conseillé. Des amis cyclistes m'ont dit, écoute, on peut pas faire autant de kilomètres sans préparation. Tes muscles vont lâcher, claquage, tendinite, ton cœur tiendra pas. Il faut s'entraîner. Et voilà, moi, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop parce que je vois les choses simplement. Je dis, je vais tourner les pédales et je vais avancer, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Ouais. Et comme j'avais pas en tête l'idée de performance, de chronomètre ou de quelque chose d'épatant, mais la simplicité, rester dans le plaisir et surtout dans la rencontre, je me suis dit, ça va bien se passer. Ok. Du coup, ouais, c'était vraiment rencontrer des gens, te faire kiffer surtout. Oui, avoir du temps pour soi. Ouais. Commencer par du temps pour soi. Moi, dans mon travail, tu l'as vu, dans l'enseignement, dans mon travail artistique, c'est la même chose. C'est l'autre qui m'intéresse. Oui. Photographier un paysage, un objet, ça ne me parle pas. Et d'autres savent très bien le faire, et bien mieux que moi aussi. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre, c'est la rencontre. Donc, durant les années d'enseignement où j'étais ton formateur, par exemple, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment accompagner l'autre, lui permettre de devenir. Et dans mon travail artistique, mon projet photo, un de mes projets photos précédents, 1, 2, 3 Istanbul, c'était de nouveau l'autre, la rencontre, l'authenticité. Voilà, donc c'était ce qui m'a appelé dans mon voyage, la rencontre avec soi-même et la rencontre avec l'autre. Ouais, parce que oui, c'est vrai que avant ça, justement, tu avais déjà fait un projet où tu avais déjà fait un livre. Du coup, 1, 2, 3 Istanbul. Et du coup, tu as rencontré des personnes, tu as fait des portraits de ces personnes-là. Et ces portraits, à chaque fois, ils sont en mouvement. Et je me rappelle, je t'avais demandé, j'ai dit, ouais, mais pourquoi ils sautent, etc. Et en fin de compte, tu me disais, parce que quand ils sautent, c'est un peu... T'oublies tout, c'est le côté plus naturel, le sourire, le spontané qui vient. Et du coup, t'as réalisé une série de portraits. D'ailleurs, du coup, ça aussi, ils peuvent le trouver partout, ce livre-là. Oui, je crois qu'il est en rupture maintenant. Ouais. Mais voilà, faut essayer. Faut essayer de le trouver. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il n'y a que des portraits. Et il y a pas longtemps en plus, j'étais au restaurant et en fin de compte, dans un resto où il y avait justement des photos, je me suis dit, mais je les connais ces photos. Je t'avais envoyé une photo, je t'avais dit, ouais, mais en fait, dans un restaurant turc, justement, où ils faisaient des bons plats et tout ça, où j'y allais souvent. Et en fait, il y avait toutes tes photos qui étaient exposées. Du coup, je me suis dit, putain, c'est grave cool. Et du coup, tu as fait ce livre avant. Voilà, c'était une rencontre avec l'enfance, en fait. Faire jaillir l'enfant intérieur chez les personnes que je rencontrais. Et l'enfant intérieur, comment le trouver ? Sinon, en plongeant dans un geste d'enfance, celui de s'amuser, de sauter. Sauter, ça permet, toi qui es photographe aussi, tu le sais très bien, c'est un instant dans lequel on ne compose pas. Ouais. On ne triche pas, on est naturel, avec ses qualités, avec ses défauts, avec sa vérité. Et donc ça me permettait ça, ces inconnus que je rencontrais, les mettre en confiance pour qu'ensuite ils m'offrent ce moment en suspension et de faire jaillir l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est un travail là-dessus et c'est devenu une expo, c'est devenu un livre. Ouais, je me rappelle parce qu'il était sorti, je crois qu'au tout début de la formation où on s'est rencontrés. Oui, c'était il y a 10 ans. Ouais, c'était vraiment tout. Tu l'as lancé quand
quand on a commencé, nous, la formation. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a marqué même toi, ta sagesse, tout. Même, tu vois, par exemple, là, je vois aujourd'hui, on aimerait avoir ton secret, tu vois, pour être aussi bien. Parce que là, même physiquement, t'es très bien, on ne te donne pas 57 ans. C'est quoi le secret? Oh, si je le savais. Mais pour de vrai, regarde, moi, tu me vois. Franchement, bientôt une calvasse de fou. Tu vois, Ouais. j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Je suis tout le temps fatigué, je suis KO, je me plains, etc. Et j'ai toujours dit, pour moi, t'es la personne qui a la plus grande sagesse. Je te jure, c'est vrai. À chaque fois qu'on peut venir de discuter de tout, n'importe quoi avec toi, on peut te demander des conseils, des trucs. Et t'as été tout le temps très sereine, ça. Je t'ai jamais vu énervé. Oh, ça m'arrive, hein. Ouais, mais jamais, moi, ça perso, m'arrive, jamais. j'ai mes faiblesses, j'ai mes disgrâces. Mais en tout cas, les secrets, je ne sais pas si ce sont des secrets. Il y en a un, on va dire merci maman, les gènes. Ouais. J'ai les gènes, tu parlais des cheveux, ouais, on peut perdre ses cheveux simplement à cause des gènes. Parce que on est dans une lignée, ouais, voilà. Ça, merci maman aussi, ça c'est les gènes, je fais rien pour. Donc voilà, la transmission familiale. Ensuite, tendre vers ce que l'on aime et ne pas subir la vie. Ouais. Tendre vers ce que l'on aime, et ce que l'on aime, c'est pas forcément ce que le monde aime. C'est pas forcément ce qui fait le plus briller. C'est ce qui nous correspond, c'est ce qui nous fait vibrer. Et moi, j'ai tendu vers ça toujours. Que la voie me soit tracée ou non. Voilà, je suis allé dans des filières auxquelles j'étais pas forcément prédestiné, mais j'en ai rêvé, un peu comme le titre du livre. Hein, tout part de là, rêver de quelque chose. Pas le rêver avec ceux des autres. Pas essayer d'accomplir le rêve de ses parents, le rêve d'une religion, le rêve d'une famille ou des amis, mais trouver le sien. Et à partir de là, on peut être que bon, puisque c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous correspond. On est aligné, on est sur son axe. Et ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais on est sur son vrai chemin. Et donc, j'ai senti plusieurs fois que c'était la photographie, l'enseignement, le film d'animation, ou la 3D, ou ce voyage, maintenant l'écriture. Donc voilà, quand on ressent les choses, pas avec sa tête, ici, avec son cœur, avec sa vibration intérieure. Et être présent aux autres. Ouais. Être présent aux autres, pas aux machines. Alors moi aussi, je suis un esclave de mon smartphone, etc. Mais être présent aux autres, savoir à 2h du matin, si un ami vous appelle, y aller. Ouais. C'est ça qui nous rend humains, qui fait que voilà, on sait pourquoi on est là. C'est beau. Peut-être. Oui, je vous ai dit, il a une sagesse de fou. Moi, tu sais quoi? Tu pourrais parler et là, je t'écoute. Je reste là, je pose même pas de questions, même pas besoin de... C'est trop intéressant. Oui, c'est la bulle qui permet ça aussi. Il y a des moments, t'aimerais pas me voir. Des moments où je peux être agacé, ou voilà, je suis plus pas un saint. Mais c'est rare. Je suis loin d'être un saint. C'est rare parce que tu arrives quand même des fois dans les trucs un peu plus relous et tout ça, t'arrives quand même à te poser et voir le bon côté des choses, etc. C'est ce qui nous sauve. Ouais. C'est ce qui nous sauvera. Avoir de la gratitude et voir le bon côté des choses. Ce matin, j'entendais une phrase que je trouve vraiment intéressante. C'est les choses qui nous obnubilent, les choses avec lesquelles on radote. C'est un peu comme ce qu'on voit dans les dessins animés. Un personnage comme ça qui tourne sur lui-même, avec ses problèmes, qui se répète sa complainte, mes parents ceci, mes voisins cela, etc. Et en fait, dans le dessin animé, quand tu tournes comme ça, petit à petit, tu commences à t'enfoncer, tu commences à creuser un trou. Et ce trou devient profond et tu te rends pas compte que 10 ans, 15 ans sont passés et que tu n'arrives plus à sortir de ce trou. Et donc voilà, c'est ça, se plaindre. Et voir le bon côté des choses, ça permet justement de rester en surface, d'avoir son espace et de pouvoir évoluer dans le monde. Donc, des choses comme ça, toutes simples en fait. Ok. Et du coup, on va reparler un peu de ton aventure, du coup, Mulhouse Istanbul. Est-ce que, du coup, tu me dis qu'il n'y a pas eu forcément de préparation, etc. Du coup, tu y allais un peu en mode, j'y vais et on verra. Tu t'es pas forcément donné de délai, où tu t'es dit, j'y vais à ma vitesse et puis on verra quand j'y arrive.
Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués des fois, tu sais, quand tu as commencé, surtout, je pense, les premiers kilomètres, au début, tu dois kiffer. À un moment donné, la fatigue, elle se fait ressentir. Est-ce qu'il y a eu des fois des moments qui étaient un peu plus durs que d'autres? C'est une question intéressante parce que quand les choses sont passées, on a tendance à garder le bon. Oui. Et à oublier les embûches. En tout cas, moi, ça a été mon chemin. Et j'ai tendance souvent à dire non, tout s'est très bien passé, c'était merveilleux, parce qu'il y a eu tellement de bonnes choses qu'elles recouvrent les soucis, les problèmes, les doutes. Mais quand je m'adosse un petit peu comme ça et que j'y replonge, il n'y a pas eu trop d'embûches. Mais celles dont je me souviens, bien sûr, au début, on a mal aux jambes, on a mal aux fesses. Mais ça passe vite. Le corps s'habitue vraiment très vite. Au bout de 5-6 jours, les jambes font partie du vélo. Alors, je ne suis pas sportif. C'est une expérience nouvelle pour moi. Et donc ça va, ça se règle. Un truc étrange qui m'est arrivé, j'ai perdu la sensibilité de la main gauche, par exemple. Elle était comme paralysée au bout de quelques jours. Je me suis dit que ça va passer, ça passait pas. Je me suis pas trop inquiété. Et arrivé en Allemagne, j'ai été reçu, parce que je dormais dans ma tente ou chez l'habitant, dans une famille, et la fille revenait d'un voyage à vélo. Et elle me montre sa main, elle était comme la mienne, elle était complètement... Enfin, il n'y avait plus de vitalité du tout. Et elle m'a dit, voilà, c'est ce qui arrive à cause des poignets du guidon, et en fonction des gants que l'on a, il peut arriver que par pression, on perde la sensibilité de la main. Okay. Mais que ça revient après quelques semaines. Moi, ça a mis 2 mois à revenir, mais... Ah ouais. Mais c'est pas grave, j'avais la main droite et puis les jambes pour pédaler, donc ça allait. C'est-à-dire que tout le début de ton voyage, t'avais la main gauche un peu paralysée, quoi. Ah, mais jusqu'à mon arrivée. Mon arrivée, cette main... pardon, on va couper ça. Je pouvais pas déchirer un papier avec cette main, tellement elle était devenue invalide. Ouais, au bout du 5e jour, quoi, t'as commencé à avoir ça, c'est-à-dire que t'as fait... Ouais, au bout du 4e jour, même 3e, 4e jour, j'étais au lac de Constance. Du coup, t'as fait après plus de 40 jours comme ça. Voilà. Incroyable. Voilà, mais en fait, c'était les gants. Ouais. Il y a les coussinets à l'intérieur des gants qui étaient mal placés par rapport à ma main, et donc devaient faire pression. Et comme la vie trouve toujours des réponses, des solutions, j'ai d'abord cru avoir de la malchance parce que j'ai perdu mes gants au bout de 10 jours, et je me suis rendu compte que ça allait un peu mieux, et que c'était ces gants le problème. Donc il fallait que je les perde. Ok. Ouais. Et du coup, t'as pas eu d'autres galères? Si, il y en a eu. La plus dure, la plus grave, c'était dans les Balkans, donc en Bulgarie, au sommet des montagnes. Donc la montée et tout, c'était quelque chose d'épique. J'ai passé ma nuit là-haut, à 1600 mètres. Et le lendemain, lors de la descente, donc c'était des routes vraiment très chaotiques. C'était des cailloux gros comme des oranges, saillants. Donc ça vibre, ça tremble, le vélo est chargé, on a peur pour les rayons. Donc je roule doucement, petit à petit, ça devient grisant, on s'habitue, on se laisse aller, le vélo accélère. Et arrive un moment, les pierres sont tellement grosses et importantes que le vélo s'enfonce dedans. J'allais vite et voilà, je dérape et je tombe. Et je me suis fait très mal au dos. Très, très mal au dos. J'ai hurlé de douleur. J'avais la GoPro qui filmait à ce moment-là. Elle filmait le paysage, mais on m'entend hurler, c'est atroce. Et à ce moment-là, c'est pas la douleur qui m'a fait le plus crier, c'est la compréhension immédiate que peut-être le voyage était fini. Ouais. Que l'aventure allait s'arrêter. Et c'est cette douleur-là qui m'a fait crier. Je me suis jeté par terre, j'ai pris 2000 grammes de Doliprane, je crois, de la Gaultérie, de la pommade, mais ça passait pas. Mais il fallait continuer parce que j'avais plus d'eau. J'avais encore la montagne à descendre. Et voilà, j'ai réussi à descendre en restant en flexion sur les jambes, sans jamais m'asseoir sur la selle. Donc ça, c'était une vraie galère. Sinon, j'avais une seule peur en partant, mais vraiment qu'une seule, c'était les chiens. Ah ouais? Ouais. Alors, d'autres pensent à être agressés, à être attaqués, à être renversés par un camion ou des choses comme ça, ou la météo. Moi, c'était les chiens. C'est pas que j'ai peur des chiens, j'ai grandi avec des chiens, mais je sais que les chiens n'aiment pas le vélo. Ouais. Et que ça court après les vélos et que ça aime bien me mordre les volets. Ça, c'est mondialement connu. Et je sais aussi qu'à partir de la Bulgarie, à partir de la Serbie, les chiens de rue, il y en a beaucoup. Voilà, on en rencontre plus, ça pullule. Et les chiens de rue ne sont pas des caniches là-bas. Ce sont des gros chiens et les pires sont en Turquie.
C'est la race des Kangal, on les appelle comme ça. Ouais. Ces chiens, leur dos, il est à peu près à cette hauteur. Wow. Donc à peu près à 1 mètre du sol, le dos, donc la tête, je te dis pas. Ouais. Et en écrivant le livre, je me suis un peu documenté sur eux. J'ai appris qu'ils ont la pression de mâchoire la plus importante au monde. Donc c'est une demi-tonne par molaire. Effectivement, il vaut mieux pas qu'ils t'attrapent. Hein. Mon bras, pour eux, c'est un Stixi, quoi. C'est un bretzel, quoi. C'est, incroyable. Et ils courent à 50 km/h. Donc on peut pas les fuir. À vélo non plus. Donc voilà, faut... Ça va, t'en as pas rencontré? Si. Ils t'ont pas couru après? Non, parce qu'en fait, on réfléchit aux différentes stratégies par rapport aux chiens. On se renseigne, on se documente. Il y en a une, c'est les sifflets à ultrasons. Parce qu'ils ont une ouïe très sensible, les chiens. Ouais. Mais j'y ai renoncé parce que ça marche qu'avec les tout petits chiens. Ah. Les grands, ils s'en fichent. L'autre technique, c'était les bombes au poivre, façon lacrymo. Ça, j'aurais pas eu le cœur de l'utiliser, donc ça, j'avais pas non plus. J'avais un sifflet, par contre, un sifflet d'alerte qu'on a sur les gilets de sauvetage. J'avais ça pour éventuellement leur faire mal aux oreilles. Et en fait, la technique qui fonctionne, c'est la plus contre-intuitive. C'est-à-dire, en fait, il faut descendre du vélo. Okay. Il faut s'arrêter et descendre du vélo. Il faut oser faire ça. Parce qu'en fait, c'est l'agitation qui énerve ces chiens, l'agitation du mouvement des pieds, des pédales, etc. Donc, il faut oser descendre du vélo et attendre. Ouais, il faut oser. Et très vite, ils s'ennuient et ils s'en vont. Mais il faut oser. Et t'es descendu du vélo? Voilà, j'ai fait ça. Enfin, avant ça, j'ai une autre méthode qui est un peu drôle. C'est d'aboyer. Parce que je me suis dit, il faut parler chien. Donc, j'ai aboyé très fort. Mais pas aboyer comme un caniche. Il faut vraiment aboyer comme un monstre. Donc, j'aboyais très fort. Pas longtemps parce que je me mettais à rire de moi-même. Ouais. Et parfois, ça marche. Ça marche. Aboyer plus fort que le chien, ça peut marcher. Être trop drôle à voir. Oui. De toute façon, on n'a pas d'amour propre sur le vélo dans ces moments-là. Ok, tu sais quoi, j'aurais jamais pensé que les chiens, mais en vrai, c'est vrai que vaut mieux pas qu'ils t'attrapent parce que sinon, t'es mal. Hein. Ouais. Donc, j'ai été coursé quand même par quelques chiens en Bulgarie de nouveau. Et t'as la chair de poule, tu pédales de toutes tes forces. Voilà, faut les semer. Après, il y avait d'autres embûches, bien sûr. Par exemple, en Serbie et Bulgarie, il y a des tunnels dans lesquels tu dois entrer. Ils ne sont pas éclairés, ces tunnels. Il n'y a pas de marquage au sol et il n'y a pas de béton non plus. Ce sont des grottes, tu vois vraiment les rochers. Et il y a beaucoup de camions. Comme pour économiser, sans doute, ils ne prennent pas les autoroutes, ils passent par ces chemins-là. Et donc, c'est un peu comme dans les dessins animés, quoi. Tu tends l'oreille à l'entrée du tunnel. Tu écoutes si quelqu'un arrive, s'il n'y a personne, tu sautes sur le vélo et tu pédales le plus vite possible. Incroyable. En espérant en sortir vivant. Ça, c'est chaud, ça. C'est de l'adrénaline. Ouais. C'est de l'adrénaline, c'est un peu comme un jeu vidéo, en fait. Faut le prendre comme ça. Soit on dit, je suis en train de risquer ma vie, ou alors tu dis, je joue, et je vais m'en sortir. Mais du coup, tu l'as risqué plusieurs fois à travers ce périple. Une vingtaine de tunnels comme ça, ouais. Ah ouais, chaud. Et les portes de fer entre la Serbie et la Roumanie, c'est... Si, il y a une autre galère aussi, dans laquelle j'aurais pu perdre ma vie. Okay. Pu perdre la vie, c'est dans ces portes de fer, justement, ce sont des montagnes rocheuses qui écrasent le Danube, ce magnifique fleuve, et sont très hautes. Et il y a une roche qui s'est détachée lors de mon passage, et une roche vraiment grosse comme ça. Je l'ai prise en photo d'ailleurs pour garder les souvenirs. Elle est tombée à 15 cm de mon visage. Et j'avais le casque à ce moment-là, mais ça l'aurait pulvérisé. Et cette roche, en tombant, a fait un trou béant. Béant non, mais un bon trou dans l'asphalte. Elle devait arriver de bien haut. Alors, on peut y voir de la malchance, ou alors voir comme moi je vois les choses, c'est que ma bonne étoile a travaillé. À fond. Et là encore, elle m'a protégé. Donc, t'es allé jouer au loto après ? J'ai continué de pédaler. Mais d'ailleurs, est-ce que tu penses que sur certains passages, c'est possible de récupérer des images pour illustrer ? Par exemple, là, la photo. On mettrait en montage peut-être. Oui, bien sûr. Tu vois, comme ça, illustre un peu... il y a la photo de la pierre, il y a la photo du sol. Ça pourrait être quand tu te casses la gueule et qu'on t'entend crier peut-être. Ça fait mal, c'est un cri vraiment douloureux. C'est vrai. Moi, je l'ai fait écouter qu'à ma femme. Ouais. La pauvre, elle a eu peur. Mais j'imagine. Mais en fait, j'ai tellement de questions à travers ce voyage, tu vois, par exemple, tu dormais où ? Comment tu mangeais ? Est-ce que le fait d'être seul pendant tout ce
tout ce voyage? C'était compliqué? Est-ce que ça t'a fait du bien? Tu vois, j'ai trop de questions. Je vais essayer d'y répondre. On va essayer. Alors, où est-ce que je dormais? Donc, j'avais une tente avec moi, une tente dont j'ignore tout, parce que je l'ai ouverte pour la première fois pendant le voyage. Donc, je la monte, je l'assemble, et je me dis, bon, ça va, il manque rien. Donc là encore, faire confiance. Donc, une tente, sachant que le bivouac sauvage, c'est ce que je faisais. Hein, j'ai eu quelques campings, mais très peu. Le bivouac sauvage est interdit dans tous les pays par lesquels je suis passé. Ok. Donc c'est vrai, si on revient aux inquiétudes, c'était plus une inquiétude qu'une peur, c'était le fait de se faire chasser par la police. Alors, il faut savoir que quand tu as pédalé 100 km dans la journée sous la canicule, parce que c'était très chaud, de septembre à octobre, j'étais en short et t-shirt, sous un soleil de plomb, entre minimum 30-35 degrés par jour, à boire 8 litres d'eau par jour, ça c'est pour répondre un petit peu à ce que je mangeais, je buvais entre 5 et 8 litres d'eau par jour. Et donc, arrivé le soir, on peut se sentir fatigué. Tu cuisines, tu fais ta lessive, tu montes ta tente, et enfin le repos. Et imaginez qu'à 1h du matin, la police ou un garde forestier vienne te chasser, c'est-à-dire ranger tout ça et repartir sans sommeil, voilà, c'est contrariant. Parce que le repos est extrêmement important dans ce genre d'activité physique. Donc, une de mes inquiétudes, c'était ça, c'était d'être chassé pendant mon sommeil. Et donc, il fallait être comme un animal extrêmement vigilant et sentir où poser sa tente, où on pourrait se reposer, ne pas déranger qui que ce soit, et ne pas être chassé. Du coup, tu faisais pas des vraies nuits. Je pense que tu dormais pas. J'étais en carence de sommeil pendant tout le voyage. Ok. Là où il faut beaucoup dormir, moi, j'étais en carence de sommeil, pas à cause de ça, mais parce que j'écrivais. En fait. Parce qu'après avoir fait tout ce que j'ai énuméré, le soir, j'écrivais ma journée. Mais du coup, tu me disais, voilà, t'es parti. Et en fait, ça t'est venu directement au début de ton voyage, de commencer à écrire sur tes journées? Je m'étais dit que je vais raconter, que j'allais raconter pour rassurer ceux qui sont restés, donc ma famille, les amis, les personnes qui suivent, etc., mais aussi pour partager. Et c'était important pour moi de partager. Et en fait, j'ai pris tellement de plaisir à écrire, mais vraiment un plaisir fou et une intuition aussi très très puissante quant à ce que j'allais raconter, comment j'allais l'écrire. C'était des moments, des instants de grâce, j'ai envie de dire. Sachant tout ce que j'ai énuméré sur la journée, la tente préparée, etc. Le soir, la nuit, même si c'est l'été, il fait froid, donc on a les mains froides, j'écrivais sur mon smartphone. Et en fait, j'étais tellement inspiré et j'éclatais de rire en fait en écrivant. Il y a des moments où j'éclatais de rire, il y a des moments où j'étais ému, l'émotion était très forte et le plaisir était immense. Et le lendemain, j'avais des retours parce que je publiais ça sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, et tous les jours, il y avait de plus en plus de personnes qui suivaient, qui commentaient, et les retours étaient tellement bons, tellement positifs de ces personnes qui lisent, que ça justifiait le fait de prendre ce temps et de raconter. Et donc, mes carences en sommeil venaient de ce fait-là, c'est que j'écrivais 2 heures, des fois 3 heures, chaque soir, jusqu'à 1h, 1h30, 2h du matin. Et le matin, il fallait partir assez tôt. Pour ne pas se faire capter avec sa tente. Et qu'il fasse pas trop chaud. Voilà, et rouler quand il fait encore assez frais. Et là, on parle d'écriture et tout ça, mais tu vois, par exemple, nous, de notre génération, perso, moi, j'aurais tout filmé. J'aurais peut-être parlé face caméra et tout ça. Et du coup, pourquoi l'écriture et pas forcément juste filmer et raconter un peu tes journées Tu vois, parce qu'en fait, on vit dans un monde où on consomme quand même pas mal de vidéos. Et aujourd'hui, peu de gens lisent même sur les réseaux. On lit de moins en moins via les réseaux. On consomme plutôt de la vidéo, etc. Et du coup, toi, pourquoi tu as pris plutôt le choix d'écrire ? C'est une bonne question. Alors, j'ai aussi filmé. J'ai fait des photos. Pas beaucoup, parce que je voyais que ça me prenait beaucoup de temps. Déployer son matériel, cadrer, sachant aussi que, voyageant seul, si je veux filmer mon passage dans un chemin ou dans un col, il faut aller marcher, poser la caméra, cadrer, revenir, passer, retourner, chercher la caméra, revenir. C'est laborieux, ça prend du temps. C'est important de le faire parce que c'est une autre manière de raconter. Mais l'écriture, en fait, j'ai réalisé ceci en cours de route, et c'est pour ça que ta question est intéressante. C'est que j'ai passé ma vie à faire des images de
différentes manières, différents médias, et qu'en fait, en écrivant, je faisais la même chose. Parce qu'en écrivant, c'est peut-être simple ce que je dis, hein, on crée des images. Mais le chemin est plus court. Le process est plus court. Par exemple, tu parlais de la 3D qui t'a fait tellement souffrir. La 3D, c'est un processus de création extrêmement complexe, extrêmement rigoureux, extrêmement long, technique, dans lequel on est tributaire de beaucoup d'étapes, machines, etc. Et là, en fait, l'intervalle entre le moment où on ressent quelque chose et la manière de laquelle on va la partager à l'autre, l'offrir à l'autre, est extrêmement court. Il passe par des mots. Et ces mots sont des images. Donc en fait, je réalisais que je faisais le même métier que depuis toujours, mais simplement au lieu d'utiliser des pixels, des pinceaux, des vidéos, c'était des mots. Okay. Et je me suis senti à l'aise avec ce média-là. Ok. Bah oui, parce que après, bon, t'écris bien depuis toujours. C'est pour ça que même t'as fait des livres. Mais du coup, moi, je me suis engagé. J'ai jamais lu de livre de ma vie. Je me suis engagé à lire mon premier livre, celui-là. Parce que je ne l'ai pas encore lu, du coup, vu que je ne lis pas. Et ouais, du coup, on s'arrête à ça. Mais du coup, tu mangeais quoi? Ça, c'est drôle aussi. Parce que sur mon vélo, à l'arrière, j'ai un petit mât avec le drapeau français et le drapeau turc. Oui. Le point de départ, le point d'arrivée et aussi une manière de m'identifier en tant que voyageur. Et une chose qui m'a surprise très vite, c'est que j'ai tout de suite été alpagué, appelé par tous les Turcs qui reconnaissaient le drapeau. Ok. Et notamment ceux qui ont des kebabs. Du coup, t'en as mangé des kebabs. Donc, dès que je passais devant un resto, qu'il soit 9h, midi, 4h ou 17h, les gars voient le drapeau et puis crient, m'appellent, m'invitent, etc. Donc, moi, je suis pour la rencontre, la convivialité, donc j'y vais. Et je suis poli, donc j'accepte ce qu'on m'offre. Et donc, j'ai mangé beaucoup de kebabs, beaucoup de pidets au début. Et bien sûr, ça, je le partage. Et j'ai été vite alerté par des personnes qui me suivaient. Ils m'ont dit, écoute, tu continues comme ça, vu l'activité physique quotidienne que tu as, tu vas mourir. Ouais, bah oui. Ton cœur va lâcher, voilà, arrête tout de suite. Et reviens à une alimentation de sportif de haut niveau. Plus, ouais. Tu fais 8 à 10 heures de vélo par jour, tous les jours, vite, recadre-toi. Alors, un petit peu frustré, parce que c'est bon, les kebabs, quand même. Bah oui. On se refait pas. Donc, je suis venu, du coup, à une alimentation vraiment beaucoup plus stricte. Alors, elle est faite de quoi? De sardines en boîte, parce que c'est une bombe en protéines, en oméga 3. C'est tout petit, ça se transporte facilement, c'est pas cher, et on en a dans tous les pays. Des œufs durs, encore pour les protéines. C'est là qu'on passe dans les chiffres drôles. Donc, j'en mangeais 10 par jour. Des œufs durs? Des œufs durs. C'est très pratique, les œufs durs. Le soir, tu mets ça à bouillir. Et puis, le lendemain, tu en manges 3 le matin, 3 le midi, 1 au goûter, et encore le soir. Et ça te gonfle en protéines. Et donc, je crois que j'en ai mangé à peu près 300 pendant le voyage. T'en manges là encore actuellement? Tous les jours. Tous les jours. Encore hier, au travail, quelqu'un me croise dans le couloir, me dit, tu manges quoi? Un œuf. Ah ouais. Et du coup, t'as vite stoppé quoi, les kebabs? Oui, j'ai vite stoppé, heureusement. Ça m'a permis aussi de perdre des kilos en trop que j'avais. Ouais. Parce que je suis parti sans entraînement, mais aussi en surpoids. Ouais. Un peu comme maintenant, là. Et du coup, t'as perdu des kilos en faisant tout ça? Oui, j'en ai perdu entre 10 et 11. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Et assez vite en plus, hein, c'est dans les 15-20 premiers jours. Mais après, il faisait très chaud quand tu le faisais aussi. Il faisait très chaud, mais sachant aussi qu'on fait du muscle. Les cuisses, moi je le sentais, hein, les cuisses, les mollets sont vraiment bien développés. Mais j'ai fondu vraiment très vite. Et donc en alimentation, il y avait ça, il y avait du fromage en tranches, du pain aux céréales, des amandes, des noisettes, des pâtes. Et plus, lorsque j'étais invité chez les gens, là, c'était la convivialité. La fête. Ouais. Parce que après, c'est vrai que la base de tout pour toi à travers ce voyage, c'était les rencontres, les gens, de rencontrer des personnes, etc. Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus, de comment ça se faisait? Est-ce que tu as directement été alpagué encore à Mulhouse par des personnes? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré vraiment beaucoup de monde? Oui, énormément. Effectivement, c'était mon intention dans ce voyage. On part avec une intention dans un voyage, dans une aventure. Pour certains, c'est la performance. Pour certains, c'est le tourisme. Pour d'autres, c'est la drague.
chacun a sa manière de voyager. Moi, c'était la rencontre. Surtout que là, il y a 10 pays à traverser, 10 cultures, des religions, des alphabets différents. Et la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec soi-même. Et dans cette bulle que je me suis accordée, c'était ma priorité. Et donc, les rencontres se faisaient soit effectivement parce que les gens sont intéressés, sont curieux. Je vais parler de la première rencontre. Le premier soir, je suis en Allemagne, donc c'est en Pointillé, on passe par la Suisse, par l'Allemagne, de nouveau la Suisse. Et un jeune en trottinette électrique roule à côté de moi. Je sens qu'il veut m'adresser la parole. Et on entame la conversation. Et en fait, c'était un jeune Afghan qui me suivait depuis 30 minutes. Ça faisait une demi-heure qu'il me suivait. Il était intrigué par le vélo, les sacoches, les drapeaux, et il n'osait pas m'adresser la parole. Finalement, il le fait, et puis on commence à discuter un petit peu en turc, parce que il est d'une région turcophone. Et très vite, il m'invite. Il me dit, est-ce que ce soir, tu voudrais dormir chez moi ? Moi, j'avais prévu dormir dans la tente. Je dis, écoute, volontiers, t'es sympathique. Il me dit, mais on va faire 3 choses. D'abord, on va aller sur mon lieu de travail. Ensuite, je t'emmène manger. On va se régaler. Et puis après, on rentre et puis tu pourras te reposer, dormir de tout ton soul. Il s'appelle Naïm. Et je dis, d'accord, Naïm, mais pourquoi on va sur ton lieu de travail ? Il dit, mais je travaille dans un spa. Ah ouais, ok. Donc en fait, il m'invitait le premier soir, alors que je suis même pas encore fatigué. T'as fait un spa direct, détente. Un spa, bain moussant, relaxation, t'as bien commencé. Massage, etc. T'as très bien commencé. Piscine, ciel ouvert, les étoiles, etc. Je dis, mince, si j'avais eu ça 20 jours plus tard, ça aurait été fantastique. Ouais. Mais donc premier soir, déjà un haut niveau d'hospitalité. Incroyable. Et Naïm, le lendemain matin, il part travailler tôt. Et il me dit, écoute, tu fermeras derrière toi. Toi, dors. Moi, je partirai tôt et tu fermes derrière toi en partant. Wow. Et sur la table à la cuisine, il avait préparé un petit-déj. Donc, la confiance, l'hospitalité la plus grande. Alors, il est issu de la tribu des Hazara, où l'hospitalité est vraiment une valeur très, très importante. Et ce qui est formidable, c'est que cette puissance d'hospitalité, je l'ai rencontrée pendant tout le voyage. Dans les différents pays, que ce soit les premiers pays qui sont plutôt réputés riches, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, et les suivants, ce réflexe du cœur, je l'ai rencontré partout. Et je l'ai compris assez tard. Je l'ai compris sous cette forme qu'en fait, j'étais devenu un nomade. Un nomade 2.0, parce que j'ai quand même un vélo en aluminium, une GoPro, un téléphone, etc. Un drone. Un nomade 2.0, mais un nomade. Et en fait, c'est le nomadisme qui a inventé l'hospitalité. C'est le voyageur qui arrive chez quelqu'un, que l'on reçoit, qui on offre le gîte, le couvert, dont on se soucie. Si on est tous sédentaires, si personne ne bouge de chez lui, on n'invite personne, on ne reçoit pas. Donc l'hospitalité vient des nomades. Et moi, avec mon vélo, les sacoches, le drapeau, je suis identifié comme nomade. Et ça réveille ça chez les gens, ce réflexe du cœur de comment je peux aider cette personne. Ouais. Et c'est une valeur qui est tellement belle, tellement à mettre en avant, surtout aujourd'hui, dans un monde qui se refroidit, qui se referme. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce réflexe du cœur qui a été réveillé chez les gens dans ce voyage. Et c'est là que j'ai réfléchi à ce mot qui est quand même très drôle dans la langue française, l'hôte. Parce que l'hôte, ça marche dans les deux sens. On est l'hôte de quelqu'un et quelqu'un est notre hôte. C'est celui qui reçoit et celui qui est reçu, l'hôte. Et j'aime bien cette symétrie en fait, de langage qui en fait, nous met au même niveau du partage. Celui qui est reçu partage le monde avec lequel il arrive, ce qu'il a à raconter, ses aventures, ses histoires. Et l'autre accueille dans son humanité. Donc voilà, les rencontres se sont répétées comme ça. J'en ai eu une mémorable aussi en Serbie. On m'avait dit, Bekir, méfie-toi de la Serbie. Tu es turc, sur ton vélo, tu as mis le drapeau turc. À mon avis, il vaut mieux que tu l'enlèves. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Tu vas avoir des problèmes. De nouveau, c'est quelque chose qui fait peur. Ouais. Et de nouveau, moi, j'écoute pas. Tout ce qui fait peur, j'écoute pas. Donc, je laisse le drapeau. On m'avait même dit, évite ce pays. Bien sûr, moi, j'y vais. Et ma première nuit, je la passe dans un camping dans lequel je rentre par effraction. Ok.
Pourquoi ? Parce qu'on est hors saison, le camping est fermé, il n'y a personne, il fait nuit, et puis moi, il faut que je dorme. Donc, je passe mon vélo par-dessus le portail, les sacoches, et je me dis, demain, je verrai. Effectivement, le lendemain, je trouve le propriétaire qui était devenu tondre la pelouse. Il se demandait ce que je faisais là. Je paye, il fait une photocopie de mon passeport quand même. Et il oublie de me le rendre. Seulement, moi, je m'en suis pas rendu compte. Donc, je pars à vélo, je fais 100 km, j'arrive à Novi Sad. Je passe la nuit, je fais encore une autre journée de vélo, j'arrive à Belgrade, donc dans la capitale. Encore une fois, 100 km. Et la ville est grande, donc là, je peux pas camper. Je vais dans une auberge de jeunesse, on me demande le passeport, je l'ai plus. Wow. Et là, c'est la panique. Je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je vais essayer de raccourcir. On arrive à joindre le propriétaire. Il me dit, effectivement, il est resté chez moi, pardon, c'est ma faute. Alors je dis, écoutez, c'est pas grave. Je vais continuer mon voyage avec ma carte d'identité française, renvoyer le passeport par TNT ou FedEx, je paye les frais à ma femme. Il me dit OK. Puis il me rappelle 2 minutes après. Il me dit écoutez, je ne vais pas l'envoyer votre passeport. Et là, en quelques secondes, la petite musique reprend dans ma tête de ce qu'on m'avait dit. Ouais. Les Serbes n'aiment pas les Turcs, ils vont te faire des problèmes. Je dis il va garder mon passeport, il va le revendre. Qu'est-ce qui va se passer ? Et ça dure 1 seconde dans ma tête. Et puis il m'explique aussitôt qu'il n'a pas confiance en la poste, qu'il a peur que ça se perde. Okay. C'est pour ça qu'il ne veut pas l'envoyer. Je dis, bon, je suis un peu soulagé, mais on fait quoi ? Il dit, pas de souci. Je le donne à un copain, il monte dans sa voiture, il vous la porte. Ok. Je lui dis, mais je suis à 200 km. Ça fait 400 aller-retour. Il me dit, aucun problème. Et effectivement, le soir, vers 17h, un gars arrive avec sa voiture, je l'attendais dans la rue, sur le bord du trottoir. Il ouvre sa fenêtre, sa petite voiture, il me tend le passeport avec un grand sourire. Il me dit good luck, goodbye, good Ciao. Trip. Et il part. Donc un Serbe fait ça pour un Turc, malgré la légende, malgré les choses qu'on a pu me dire, sans que j'ai le temps de l'inviter à manger, de lui payer l'essence ou boire un verre. Juste le service. Voilà, juste la fraternité, l'entraide, la solidarité. Incroyable. Et ça s'est répété dans cette Serbie, j'ai envie de dire, plus fort qu'ailleurs encore. Donc voilà, il y a les idées préconçues, les peurs, les mythes, les légendes. Ouais. Souvent que les gens vont alimenter, en fait, ils vont faire peur à d'autres. Et du coup, si tu les avais écoutés, tu n'aurais même pas vécu tout ça. C'est ça. Donc en fait, se faire son opinion, sa propre opinion par soi-même, aller voir et se rendre compte que peut-être, oui, au niveau géopolitique, il y a des tensions possibles. Mais le peuple, les gens sont comme nous, veulent la même chose, hein, la fraternité, l'entraide, le soutien, le partage. Et donc en Serbie, c'était comme ça. J'arrivais pas à payer quoi que ce soit. À chaque fois, on m'identifiait en tant que voyageur et on m'invitait. Quoi. C'est ouf ça quand même. Oui. Et ça, tous les jours, ça fait grandir ton cœur. Ouais. Parce que quand quelqu'un te fait quelque chose de bon pour toi, ça fait grandir ta gratitude. Ouais. Et quand on te le répète tous les jours, sous différentes formes, ta foi en l'autre, ta foi en l'être humain grandit, tu te transformes toi-même, donc ta vibration aussi change, et ce qui fait que ta rencontre avec les autres change aussi. Ouais, l'énergie que tu vas dégager. Mais du coup, c'est vrai que t'as dû être une autre personne sur les 2 avant et après le voyage, du coup. Je sais pas. Il y a des choses qui ont changé. Ouais. Il y a des choses qui ont changé, des choses qui se sont simplifiées dans ma tête. Sans doute que j'étais merveilleux avant de partir déjà et que je pouvais pas m'améliorer davantage. Évidemment, je blague. Parmi les choses qui ont changé, c'est la simplicité en fait. Ouais. Rester dans la simplicité. Je sais pas si j'étais complexe avant, mais en tout cas, rester dans la simplicité, dans le dialogue, dans l'échange, dans la compréhension. C'est la simplicité, dans la gratitude des jours, en fait. Après, moi, je te connais depuis ces années, tu étais déjà très dans ça. Quelqu'un de très simple, dans les échanges, etc. Mais du coup, c'est vrai que quand nous, on regarde, moi, perso, de l'extérieur, je me dis que les gens, ils sont pas aussi sympathiques, tu vois, dans la vie de tous les jours, etc. Sauf quand, par exemple, ils vont voir un nomade qui a besoin en soi, qui fait quelque chose de complexe et du coup, il est dans le besoin. Mais c'est vrai que
sinon, à travers ça, on va pas chercher forcément chez l'autre de se dire est-ce que tu as besoin, est-ce que ça va, etc. On fait chacun nos vies et bonne chance, quoi. Tu vois. C'est très juste. Et en fait, c'est pas les autres qui sont différents. En fait, c'est le mode de vie dans lequel on est qui impose ça. Par exemple, lorsque j'étais en Autriche, à Linz, à un moment, j'ai laissé mon vélo. Je suis allé dans le centre-ville pour justement essayer de m'acheter une nouvelle paire de gants. Et à ce moment-là, je suis redevenu un piéton comme n'importe qui, un citoyen comme n'importe lequel, un anonyme, en fait. Personne pendant ce moment-là. Mais si on reprend notre quotidien, dans ma journée aujourd'hui, personne, ou même à toi, je peux poser la question, est-ce que quelqu'un aujourd'hui t'a demandé, est-ce que tu sais où tu vas dormir ? Est-ce que tu as faim ? Ou est-ce que quelqu'un est venu vers toi pour te dire, comment je peux t'aider, moi, aujourd'hui ? Ça n'arrive pas. Non. Ça n'arrive pas parce qu'on est dans des modes de vie où on fonce chacun sur son chemin, on est persuadé que l'autre se débrouille, ou en tout cas, c'est son affaire. Dans le statut de nomade, de voyageur, tu es tout seul dans le monde, avec une forme de fragilité qui réveille un réflexe chez les gens. Un, parce qu'ils t'identifient, et après t'avoir identifié, ils sont en mesure de se poser la question, est-ce que cette personne connaît sa route ? Est-ce que cette personne sait où rester ce soir ? Et comment est-ce que je peux l'aider ? Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils voient de toi, c'est juste toi et un vélo. Enfin, il n'y a rien d'autre. Ils se disent pas, il a une vie à côté ou quoi que ce soit, quoi. Voilà, et que tu es loin de chez toi. Et c'est intéressant parce que justement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup confronté au problème des réfugiés, au problème, pour ceux qui voient ça comme un problème, des gens du voyage, qui ne sont pas chez eux. Ils sont en déplacement, ils sont en quête, en train d'aller vers un rêve, vers une vie meilleure. Et c'est vu comme une difficulté. C'est pas vu avec une manière de laquelle on serait concerné par ces personnes, mais plutôt comme une difficulté, comme un problème, voire comme une menace. Alors que ces gens sont ce que j'étais, des nomades, des voyageurs, des personnes en déplacement, mais dans un autre statut que l'on qualifie de manière péjorative. Et alors qu'en fait, ils sont une source d'espoir. Ils sont une source d'espoir, ils arrivent avec une richesse, une culture, ils arrivent avec une envie, une motivation qui est 1000 fois plus forte que la personne qui s'est levée le matin pour aller par le bus au centre-ville. Ces personnes bravent tous les dangers, toutes les inquiétudes, peut-être accompagnées d'enfants, etc. Donc ce sont des personnes qui ont une force de vie qui est bien supérieure à la nôtre, dont on peut s'inspirer, plutôt que de la juger ou pire, la condamner. Donc voilà, je ne suis pas naïf cependant dans le voyage que j'ai fait en me disant c'est formidable, le monde est beau, les gens sont gentils, etc. Parce que comme j'en ai parlé avant, j'ai ma carte d'identité française dans la main. Dans une poche, j'ai ça, et dans l'autre poche, j'ai mon passeport turc. Et là, le voyage n'existe plus. Parce qu'avec le passeport turc, il me faut un visa pour chacun des pays que j'ai traversés. Obtenir un visa, ça prend des mois. Il faut fournir des pièces, un certificat de casier judiciaire vierge, parfois un certificat médical, un justificatif de domicile, parfois un justificatif de personnes que l'on connaît dans le pays que l'on doit traverser, qui pourraient nous héberger, des justificatifs de revenus. Et la durée de chacun des visas est courte et limitée dans le temps. Donc, admettons que j'ai obtenu 8 des visas nécessaires, que le 9e tarde encore, et ben les premiers, leur validité est expirée. Il faut recommencer. Donc, c'est un parcours du combattant. Pas insurmontable, mais voilà, c'est pas la même vérité en fonction de la poche droite ou de la poche gauche. Et parmi les choses dures qu'il y a eu dans ce voyage, si je reviens, elles ne me concernent pas moi directement, mais on va dire l'humanité. À Linz, j'ai dormi chez un monsieur qui s'appelle Hannes. Il m'a dit Bekir, le lendemain, quand tu vas partir sur ta route, à 10 km de là, il y a Mauthausen. Mauthausen, un camp de concentration, le plus dur du Troisième Reich. Je lui ai dit, Hannes, ce voyage, moi, je ne l'ai pas prévu avec des visites, ni touristiques, ni culturelles, mais vraiment dans la rencontre, la liberté et la joie, j'irai pas. Il se trouve que par instinct, le lendemain, j'y suis quand même allé.
Alors là, c'est un film, hein, parce que Mauthausen est dans les hauteurs. Je ne le savais pas. À vélo, ça compte. Les hauteurs, on les évite, parce que c'est dur. Ah bah oui. Avec un vélo qui pèse 20 kilos, les bagages en font 20, plus moi qui en fais plus de 80 à ce moment-là. Je monte, il fait très beau, très chaud, le ciel est tout bleu, et arrivé au sommet de Mauthausen, le film commence, le mauvais film, c'est-à-dire le ciel se charge, de nuages surgis je ne sais pas d'où, des nuages noirs très graphiques, et d'un seul coup une pluie s'abat sur le camp de concentration. Nous sommes fin septembre, donc c'est pas du tout une période touristique, il n'y a personne. Je suis seul dans Mauthausen avec cette pluie, ce climat vraiment menaçant. Et Mauthausen, c'est le pire de l'homme. C'est vraiment le pire de l'homme, de l'humanité. C'est le pire de nous tous. Parce qu'on ne peut pas seulement montrer du doigt ces Allemands nazis de l'époque. Ils sont comme nous, et donc ça nous concerne aussi. Et donc cette visite m'a permis, j'en parle dans le livre, de rappeler qu'il y a la fraternité, l'amour, l'entraide, la solidarité que je rencontre tous les jours, mais il y a aussi le pire. Et comme j'en parlais à l'époque, hein, à l'époque de la formation, faire une critique, un reproche, c'est extrêmement simple. Ça ne demande aucun effort. Il n'y a qu'à ouvrir la bouche. Faire un compliment, ça demande de l'effort. Ça demande de vraiment regarder la personne, de la comprendre, de faire le tri entre les choses. Et ça demande aussi l'effort de trouver les mots qu'on va offrir à l'autre. Et donc, Mauthausen, c'est ça, c'est se rappeler que le pire est là, est en nous tous, et qu'il faut faire l'effort tous les jours. L'effort tous les jours de regarder le positif, de regarder le bon, de se rappeler notre humanité et de la travailler tous les jours. Voilà. Donc, une des difficultés, c'était ça, effectivement, voir cette noirceur que le ciel aussi m'a offert dans son changement. Et à l'instant où je suis sorti de Mauthausen, c'est incroyable. Hein. Si j'avais pas les images, on pourrait dire, mais en fait, tu exagères. Non. Les nuages sont partis, le ciel est redevenu bleu. Soleil plein. Le film s'est arrêté et la vie reprenait. Incroyable. Ouais. C'est vrai que quand tu racontes comme ça, on se dit, ouais, il en rajoute. Mais si tu as des images, c'est incroyable. J'ai des images. J'ai des images et le récit. Et donc voilà, ce voyage est un cadeau, en fait. Ouais. Est un cadeau rempli de surprises, toutes minuscules ou gigantesques. Et elles comptent toutes. Ouais. Celles qui durent 2 secondes, comme celles qui se terminent en apothéose. Et t'as dormi chez combien de personnes ? Je sais pas trop. Je sais que la moitié du temps, j'étais sous tente. La moitié, donc on va dire une vingtaine. C'est énorme quand même. Une vingtaine de personnes. C'est énorme. Et c'est touchant parce qu'il y a des endroits, c'était des personnes âgées. D'autres endroits, c'était des jeunes femmes toutes seules qui font confiance dans le fait qu'un étranger tout seul, surgit de nulle part, va dormir chez elle. Très souvent, on m'a laissé la maison vide le matin parce que tout le monde part travailler avec cette confiance de dire tu fermes la porte, tu manges et puis tu fermes la porte, tu t'en vas. Ça aussi, ça fait grandir le cœur. Tu te dis waouh, on est presque en famille. Ouais, bah oui. Ouais. Je suis nulle part par rapport à ce qui m'est familier et pourtant je vis quelque chose de très familial. Ouais. Est-ce que tu penses aussi à les états d'esprit des autres pays, etc. Est-ce que tu penses qu'en France, tu serais aussi reçu, tu vois, j'en suis sûr. Ouais. J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que c'est quand même 10 pays différents, des cultures, des religions différentes. Donc on ne peut pas parler de spécificité ici. Alors la Turquie est très réputée pour son sens de l'hospitalité. Et c'est vrai que là-bas, par exemple, je n'arrivais pas à avancer. Parce qu'à chaque fois que je croisais quelqu'un, m'identifiant comme aventurier, peut-être touriste, on m'arrête et à chaque fois on m'invite à manger, à dormir, à discuter, à boire le thé, etc. Donc la Turquie est vraiment dans cette spécificité-là. Mais justement, en sortant de cette culture de l'hospitalité propre à la Turquie, je l'ai vraiment retrouvé dans tous les pays. L'Autriche, qui est quand même d'une couleur politique d'extrême droite actuellement, on ne s'attendrait pas à être reçu comme ça avec beaucoup de générosité. Et pourtant si.
Donc voilà, c'est revenir un niveau en dessous des sphères politiques et des étiquettes que l'on colle à une culture, à un pays, et passer à l'étage en fait des gens simples qui ne sont pas différents les uns des autres en fait. Ouais, du coup, beaucoup d'échanges, J'imagine même pas le nombre de personnes à qui tu as dû parler durant ce voyage. Eh ben, c'est amusant ce que tu me dis parce que en Autriche, j'ai parlé de Hannes avant, juste avant Linz. Le matin, il me laisse partir. J'ai mon vélo dans son garage encore. J'avais juste à fermer la porte. Et une vieille dame s'approche, enfin une personne âgée, s'approche de moi avec des pommes qu'elle venait de cueillir. Et elle me dit, tiens, elle me parle en autrichien. Elle me dit, tu peux cuisiner. Enfin, je l'ai compris après. Tu peux les cuisiner pour faire une tarte. Okay. Alors ça me fait rire parce que je peux pas. Je suis en voyage, je suis dans le monde, je peux pas cuisiner. Merci beaucoup. Et tout de suite, elle bascule. Je me présente et elle bascule en français. Elle parlait très très bien français. Et elle me dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir boire le thé chez moi. Ça me ferait plaisir. Et c'est justement ce jour-là que je devais aller m'acheter des gants et visiter Mauthausen. Je lui explique, je dis, je pense pas, j'aurai pas le temps, merci beaucoup. Puis elle insiste, elle me dit, mais si jamais vous changez d'avis, c'est porte numéro 7. Ok. Et donc je pars, je vais voir pour les gants, tout ça. Il est un peu tard, j'ai plus le temps pour Mauthausen. Je vais prendre la route, mais je repense à cette personne. Je me dis, Bekir, c'est la rencontre que tu veux, toi. Et là, tu as une personne totalement inattendue, d'un certain âge, qui t'invite à boire le thé en Autriche. Vas-y. Et donc j'y vais, porte 7, je toque. Elle me reçoit. On a passé 3 heures, peut-être 4 heures à discuter. À parler de la vie, de son histoire, de la condition de la femme en Autriche, à boire du thé. Elle m'a même apporté une bassine avec une pommade pour ma main. Donc c'était vraiment très très chaleureux. Et je suis parti avec la promesse de lui envoyer le livre lorsqu'il sera sorti. Mais j'ai perdu sa carte. J'ai perdu son nom, son adresse, tout ça. Et j'ai réussi, en contactant enfin Hannes, donc qui habite le même immeuble, de me donner le moyen de lui envoyer ce livre. Et comme Hannes, pour qu'il se souvienne de moi, je lui ai envoyé une photo que j'avais prise avec lui. J'ai envoyé une photo elle s'appelle Inge, cette dame, de Inge et moi ensemble dans son salon. Et Hannes ne me répond pas. Je me dis, il est occupé parce qu'il m'a dit qu'il était au ski. Il me répondra plus tard. Je répète ma demande. Je dis, il me faudrait son adresse. Nana. Il me répond toujours pas. Je vois qu'il a lu. Je me dis, si ça se trouve, il se méfie de moi parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il lui veut à cette dame? Il sait pas que j'ai bu le thé avec elle. Et ça dure une semaine comme ça, où à la fin, je lui dis, peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être que tu as des doutes, je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux pas me le dire, je comprendrai. Et là, il me répond, il me dit, je suis vraiment très très surpris que tu aies été invité à boire le thé chez Inge dans son salon. Moi, en 20 ans, elle ne m'a jamais invité à boire le thé chez elle. Ça m'a touché, ça m'a fait rire, et je me suis dit, effectivement, c'est un sacré cadeau que j'ai eu ce jour-là. Donc c'est pas les choses les plus spectaculaires qui sont impressionnantes, c'est la confiance de cette femme qui m'avait dit, alors que je sortais de chez elle, m'a dit, mes enfants vont me gronder. Elle a 80 ans, cette dame. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ils vont me gronder d'avoir reçu un étranger, un homme, chez moi, si longtemps. Elle était veuve depuis 9 ans, et elle dit, jamais personne n'est rentré chez moi depuis la mort de mon mari. Wow. Et donc voilà, si c'est pas un témoignage d'amour, d'amour, de confiance vraiment très grande, voilà, c'est un très beau cadeau en tout cas. Ouais. Après, tu dégages beaucoup de positif, toi aussi. C'est peut-être avec ce qu'on a dit au début, l'intention avec laquelle on part dans un voyage. Ouais. Si effectivement j'étais dans la peur de l'autre et ce genre de choses, peut-être que les contacts, les liens ne se seraient pas tissés de la même manière. Et maintenant, j'aime imaginer une chose, parce que je lui ai envoyé le livre, elle va le recevoir aujourd'hui, je pense. Okay. Et j'adore imaginer Inge qui invite Hannes à boire le thé et qui lui lit mon livre. Ouais, ce serait ouf. J'aimerais bien que ça serve de liant. Voilà. Ouais, si tu crées des liens en plus à travers ça, ça serait fantastique. C'est royal. Ouais. Incroyable. Et du coup, une fois que tu es arrivé en Turquie, est-ce que tu as du monde qui t'attendait? Je pense ta famille. Et comment ça s'est passé, etc., une fois que tu es arrivé là-bas?
En fait, je suis arrivé plusieurs fois en Turquie. Ouais. Je suis arrivé d'abord à la frontière, et ça, c'est un moment d'émotion puissant. Ouais. Parce qu'arriver à la frontière, dans mon histoire, c'est un voyage en voiture qui dure 3 à 5 jours, dans la chaleur, la difficulté et la fatigue. Et là, j'arrive à cette frontière qui m'est familière, mais à vélo, à bicyclette, avec mes petits mollets, avec mes petits pneus. Et là, je me sens vraiment le roi du monde. Je suis vraiment arrivé à l'autre bout de la planète, en tout cas celle de l'enfant que j'étais, qui a traversé le monde et qui est arrivé. Donc la première arrivée, c'était la frontière. Ensuite, la seconde arrivée, c'est Istanbul, la ville dans laquelle je suis né. Cette ville qui m'inspire, qui me remplit au niveau artistique, au niveau de mon humanité. Enfin, je me sens plus beau quand je suis à Istanbul. Dans mon cœur, même physiquement, je sens que je change. Dans ma joie, dans ma gratitude. Voilà, Istanbul me fait ça depuis toujours. Artistiquement aussi, j'ai fait quelques projets vraiment très chouettes là-bas. Donc ça, c'était une autre arrivée. Et il y en a encore 2. L'avant-dernière, c'est chez ma mère, dans les bras de ma mère qui m'attend sur une jetée au bord de la mer, qui court vers moi, les bras en l'air, les yeux en larmes. Moi, pareil, j'avais complètement fondu d'émotion. Ouais, normal. Ils vont se prendre dans les bras l'un de l'autre. Et elle avait anticipé, heureusement qu'elle l'a fait, elle avait demandé à une amie qui est photographe de venir immortaliser cet instant. Ah, trop bien. Et cette amie est venue avec une amie vidéaste aussi. Et là, on est dans un film de Claude Lelouch où je suis dans les bras de ma mère et la caméra nous tourne autour avec le vent qui est puissant, le ciel qui s'est ombragé, nos cheveux qui volent au vent, les larmes, etc. C'est une arrivée vraiment digne d'un film. Voilà. Et c'est aussi le moment où toute la fatigue s'effondre. Voilà. Et la dernière arrivée, qui est totalement fortuite, parce que comme tu l'as dit au début, je ne savais pas combien de temps allait durer ce voyage. Je n'ai pas d'objectif. Ça aurait pu être 30, 60, 90 jours, peu importe. Et je suis arrivé le 29 octobre. Et c'est le jour de la célébration de la République d'Atatürk. Alors en Turquie, chaque année, c'est une grande fête nationale. L'équivalent du 14 juillet multiplié par 10. Et là, c'est le centenaire. Donc, toute la Turquie est rouge de drapeaux. Il y en a aux fenêtres, il y en a par-dessus les routes, il y en a dans les arbres, il y en a sur les voitures, partout. Et il y a cette chose vraiment extraordinaire, c'est que mon ami, Ahmet, est président de la chambre de commerce de cette ville, c'est Edremit. Et comme la Turquie n'est pas une nation de vélo, qu'un citoyen, qu'un Turc traverse l'Europe comme ça vélo, c'était quelque chose d'extraordinaire, il a appelé les médias. Et donc, il y a la presse m'a suivi, il y avait la télé, il y avait 3 chaînes télé qui m'ont suivi, qui m'ont interviewé, filmé avec un drone, avec une voiture, caméra, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils m'ont incorporé dans le cortège officiel de la cérémonie. T'étais en vélo? Oui. Incroyable. Et donc, le cortège officiel, c'est les chars, c'est les commandos, c'est les paras, c'est les poilus. Et moi, je suis au milieu avec ma bicyclette. Incroyable. Avec mes sacoches. Et j'étais même dans le protocole officiel, dans ce sens où ils m'ont demandé de m'arrêter devant le stand des officiers. Et le préfet m'a offert le drapeau de la Turquie sur un drapeau rouge et une couronne de fleurs, un bouquet. La presse qui me filme, qui me pose des questions. Et ma mère à côté de moi. Ma mère qui est vibrante. Elle devait être trop fière. Qui est une kémaliste dans l'âme, pour qui cette fête est une vibration nationale et historique. Et il y a son fils qui est sous les projecteurs. Donc elle vibrait autant que moi, et moi la voir vibrer comme ça me faisait vraiment très chaud. Et donc on finit en apothéose dans un cortège officiel. Tu disais quoi dans ta tête quand t'étais... Tu disais pas, mais qu'est-ce que je fous là ou... En fait, dans ma tête, j'étais plusieurs. Il y avait par exemple le Bekir de 5 ans qui était là. Le Bekir qui... j'étais comme un enfant, en fait. Comme un enfant dans cette fête nationale, avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, une vibration de dire « Waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as traversé des pays, tu es arrivé là, à ce moment historique de cette nation. Ta maman est témoin de tout ça.
Enfin voilà, c'est un moment de vibration extrêmement puissant. Puissant, parce qu'inattendu. C'est une surprise. Et le lendemain, je passais au 13h de la chaîne nationale. Wow. Mais du coup, c'est bien parce qu'il y a des images de tout ça. Oui. Incroyable. Oui, c'est... C'est un peu le truc de c'est le... Comment je pourrais dire? Genre, t'y es arrivé, t'as fini, et c'est un peu j'ai pas le mot. Comment on pourrait dire? C'est l'apothéose. Ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, t'aurais pu arriver 2 jours avant, 3 jours après. Incroyable. C'est ça, ou de nuit, sans rien voir. Ouais. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un film dans un film dans un film dans un film, avec à chaque fois une écriture parfois intime, parfois publique, parfois spectaculaire, joyeuse, douloureuse, parce que dans cette histoire, il y a eu des moments où j'ai éclaté de rire sur le vélo, d'autres moments où j'ai pleuré. Pleurer de quoi? Parce que t'étais fatigué, Non, jamais la fatigue. Jamais la fatigue, c'est en fait, c'est une forme de thérapie, un voyage comme ça. J'en parle après coup. Je ne sais pas à l'avance que ça va se passer comme ça. Parce qu'en fait, tu es souvent dans un état de méditation sur le vélo, par la répétition, par une forme de monotonie, par la solitude. Il y a des moments où tu entres en transe. Ce ne sont pas des choses que je pratique ailleurs, dont j'aurais l'expérience, mais ça s'est imposé à moi. Des moments où tu es en transe et dans une forme d'animalité. Parce qu'en fait, tu es tous les jours dehors. Le jour et la nuit, tu es dehors. Tu as des instincts primaires, boire, manger et un lieu sûr pour dormir. Sentir, observer en continu. Et comme lorsque tu vas à la salle et que tu travailles un muscle tous les jours, il se développe. Et là, sans t'en rendre compte, tu développes tous les jours ton instinct animal. Et un animal, ça ne ment pas. Un animal ne connaît pas le mensonge ou le bluff. Il est dans les faits, dans la vérité des choses. Et tu deviens un animal, et donc quand tu penses à quelque chose, tu ne te mens pas. Si tu penses à ton enfance, si tu penses à ce que tu as fait au niveau professionnel, à une discussion que tu as eue avec quelqu'un, elle t'apparaît avec toute sa vérité, qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche. Tu penses à ton enfance, à ton passé, elle t'apparaît un peu comme une photo qui se révèle. Elle est indiscutable. Et donc, il y a eu des moments où j'ai pensé à des choses, des traumas de l'enfance, ou des souvenirs, ou des choses comme ça, et ça te jaillit, mais comme une baffe dans la figure. Et tu la prends telle qu'elle est. Alors, elle peut te faire rire, elle peut te faire réfléchir, elle peut te faire pleurer. Pleurer vraiment bruyamment. De toute façon, ton amour-propre, tu t'en fiches, t'es au milieu du monde, personne ne te connaît. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a eu des moments où j'avais la tête à l'envers, et je m'en fiche. C'était vrai. Et ça fonctionne aussi avec la créativité. Et c'est pour ça que écrire m'a été si facile, parce que j'étais dans quelque chose de tellement vrai, tellement brut, que au moment où je m'installe pour écrire, en fait, les robinets s'ouvrent. Les robinets s'ouvrent et tout vient. Donc c'est pour ça que les états ont été à chaque fois très puissants, parce qu'on est dans la vérité absolue. Et ça, moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on travaille, on est sur les réseaux, etc. Et on s'oublie beaucoup. Et on prend pas le temps. Moi, je le sais, c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Je prends le temps pour rien. En fait, je veux toujours aller vite et faire vite, etc. Et du coup, on prend pas le temps, et on prend pas le temps de savourer des vrais instants, faire des projets perso. Par exemple, il y a plein de projets perso que j'aimerais faire, que ça soit... même pas, mon frère, il voulait absolument qu'on fasse, par exemple, destination toute bête, Mulhouse-Strasbourg à vélo. En vrai, c'est pas impossible. Et en fait, on prend pas le temps de le faire. Parce que on se concentre plus sur le travail, sur des trucs inutiles. Ouais, attends, non, là, je peux pas parce que je suis fatigué ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que même au niveau de la créativité, ça prend aussi beaucoup. Ça met un coup, parce qu'en fait, moi, je le vois, je suis beaucoup plus limité parce que je me concentre sur moins de choses, sur de choses importantes, tu vois, par exemple, les proches, etc. Non, je fais que du travail. Et c'est vrai que on est moins dans la rencontre, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, pour discuter avec des gens,
s'ouvrir au monde et discuter de plein de sujets et avoir ce type de témoignage-là, tu vois, parce qu'en vrai, ça nous fait réaliser plein de choses. Et même là, au-delà d'aujourd'hui, toi, dans mon parcours, tu m'as fait réaliser énormément de choses. Par exemple, la chose tout bête que tu disais avant sur complimenter les autres, dire ce qu'on pense sincèrement, en vrai, ça coûte rien. Et ça, c'est toi qui me l'as appris. On était en formation et en fin de compte, c'est vrai qu'on a souvent on dit les choses négatives, qu'est-ce qui va pas, etc. Mais on dit jamais le positif. Et on n'explique jamais pourquoi du comment. Et ça, c'est vrai que c'était des trucs à travers la formation qui m'avaient marqué. Et depuis, j'ai travaillé sur ça et j'ai beaucoup, beaucoup plus de facilité à dire ce que je pense. Tu vois, alors qu'avant, moyen. C'était soit négatif, mais positif, moyen, quoi. Bon ben, ça me touche. Il y a des choses qui ont été semées et que tu as transformées, ça c'est chouette. À fond. Maintenant, dans ce que tu dis, tu as utilisé la bonne phrase. Tu as dit « je ne prends pas le temps ». D'autres disent je n'ai pas le temps. Ouais, mais ça, je l'ai réalisé parce que je disais tout le temps j'ai pas le temps, mais en fin de compte, non, c'est moi qui le prends pas. C'est un choix. C'est un choix. Ce choix, il peut s'imposer à nous. Par exemple, tu te casses la jambe ou tu te fais opérer de quelque chose et tu es bloqué dans un lit d'hôpital. Et ben, le temps que tu n'avais pas, il t'est imposé là. Ouais, tu es obligé de rester là, immobile, peut-être de penser ou de gaspiller sur un smartphone. Mais en tout cas, le temps s'impose à toi. Si on prend un autre phénomène qu'on a tous subi, le Covid, soudain, on ne pouvait plus. Oui, c'est vrai. On ne pouvait plus sortir de chez soi, on ne pouvait plus ceci, cela. Et on était tous dans cette promesse intérieure. La première, c'était le besoin de rencontrer les gens de nouveau. Les gens avaient tellement besoin de ça, de retrouver, comme on était coupé des autres par les gestes barrières, tout ça. On avait envie de retrouver les autres. On réalisait combien c'était important, l'autre, ce voisin à côté duquel on habite depuis 10 ans, mais qu'on ne connaît toujours pas, et qu'on avait tellement envie de voir, de lui partager quelque chose. Et celui d'avoir du temps pour soi. Beaucoup de choses ont changé chez les gens depuis le Covid. Des gens qui ne veulent plus gaspiller leur temps dans un travail qui n'a pas de sens et ce genre de choses, et qui réalisent que le temps compte. Moi, je l'ai aussi vécu, expérimenté au décès de mon père, pendant la période Covid en plus. Dans la manière de laquelle il s'est éteint, c'est d'une banalité affligeante, ce que je vais dire, mais à un moment, il a arrêté de respirer. La vie, c'est ça en fait, c'est un souffle, et soudain, il n'y en a plus. Et c'est fini. Et on ne sait pas combien de temps on a chacun dans son sablier. On voit ce qui s'écoule, mais on ne sait pas combien il reste encore en haut. Et donc, il ne faut pas le gaspiller. Alors, ça ne s'agit pas de courir comme une poule sans tête dans tous les sens en disant je vais faire. C'est faire ce que tu as dit, prendre le temps, s'adosser et peut-être ne rien faire pendant 1 heure. Pendant 1 heure, ne rien faire. Ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Et ressentir ce qui vient, ce qu'on aime, ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on a besoin de dire, quels sont nos besoins. Et cette chose, de nouveau, d'une banalité affligeante, qui le fait aujourd'hui, de s'arrêter pendant 1 heure et de rien faire. D'autres vont dire c'est s'ennuyer, mais c'est dans l'ennui que l'on trouve. Dans l'occupation, notre énergie part dans quelque chose. Et donc prendre le temps. Et prendre le temps, justement, c'est pas forcément prendre son vélo et partir à 3500 km, ou même à Strasbourg, ou faire quelque chose dans le dépassement de soi. L'aventure, elle est en soi, donc s'arrêter 1 heure, et elle est chez l'autre. C'est comme tu l'as dit, regarder l'autre, lui faire un compliment, ou en tout cas lui témoigner de ce qu'on ressent. Là, j'ai parlé des rencontres, mais il n'y a pas besoin d'aller en Autriche, en Serbie, en Bulgarie pour rencontrer des gens. La rencontre, c'est ici, c'est maintenant. C'est la boulangère quand j'achète le pain. C'est tous les jours, quoi. Ouais, de même s'intéresser à l'autre aussi. Parce que comme dit, des fois, il y a des personnes que tu vas voir dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément physiquement l'apparence d'avoir besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, alors que si tu discutes en profondeur avec eux, peut-être qu'ils vont s'ouvrir à toi, ils auront des besoins, etc. Et là, tu pourrais peut-être offrir ton aide ou pas. Mais si tu t'intéresses pas à l'humain, là, compliqué, tu peux pas savoir. Du coup, c'est vrai que, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait ces podcasts, parce qu'en fait, ça te
Ça te remet un peu des fois les idées en place. Moi, moi, perso, je sais pas vous, mais moi, ça m'a mis bien. Tu vois. C'est super intéressant. Tant mieux. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Et je pourrais rajouter ceci pour compléter un peu ce qu'on a dit sur le temps pour soi et le temps pour l'autre. C'est quelque chose que je fais avec mes enfants depuis qu'ils sont nés, depuis on communique par le langage. Le soir, j'aime bien leur demander qu'est-ce que tu as aimé le moins dans cette journée et qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette journée. Histoire de s'endormir, pas avec les dernières images que l'on a eues forcément, qui sont peut-être celles de son smartphone, malheureusement, mais avec une photographie de la journée et la substance de cette journée. Qu'est-ce qu'on a aimé le moins? Ça permet peut-être de mettre en place des choses pour que ce qu'on a aimé le moins ne se reproduise pas. Et qu'est-ce qu'on a aimé le plus, justement pour être dans la gratitude et se dire, voilà, dans un dernier souffle avant de s'endormir, c'était chouette. Voilà. C'est vrai, c'est beau. Sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mais merci de m'avoir reçu. Si jamais, on peut te retrouver partout sur les réseaux, on peut te retrouver en boutique pour acheter le livre. Moi, je t'ai dit, je m'engage à le lire. Mais on va en reparler. Parce qu'en fait, tu m'as déjà offert un livre que, en vrai, je t'ai dit, ouais, j'ai commencé, je l'ai pas lu, je te mens pas. Ça remonte à quelques années. Mauvais élève jusqu'au bout. Mais là, ça y est, j'ai un certain âge. J'ai tout, c'est ça, prendre le temps. T'as vu Et j'ai envie de faire des choses. Au fond de moi, j'aimerais bien lire des livres. Mais, comme par hasard, j'ai jamais le temps. Mais par contre, j'ai le temps de passer 1 heure, 2 heures sur mon téléphone à perdre mon temps, à avoir des informations inutiles, tu vois. Mais ouais. Du coup, c'est un truc que j'aimerais bien travailler, moi, c'est de prendre le temps. Mais ouais, je vais lire. Et puis... On en reparlera. En reparlera. Ce qui est bien dans ce livre, concernant la lecture, c'est que tu peux le lire en fractionné. Ouais, c'est-à-dire que c'est un récit jour par jour. Ouais. Donc, tu peux lire le jour 1, puis le jour 2. Ou même, dans chaque jour, tu as des petits chapitres. Donc, avec des petites histoires, avec un début, une fin. Donc, tu peux lire 3 pages et avoir le sentiment d'avoir déjà une boucle. Oui. Et que la boucle suivante, voilà, tu pourras la faire ensuite. Okay. Donc, voilà, chacun sa manière. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà. Fin d'épisode. À bientôt sur un vélo. Pourquoi pas? En vrai, ça pourrait. Ça pourrait.